On est au 8e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. J'ai fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet, mais dans mes recherches, je suis tombé sur un article qui était très intéressant. C'est une interview de monsieur Ali Vaez. Alors, désolé si j'écorche le prénom. Ali Vaez qui est directeur du projet Iran et qui est conseiller du président de cette association qui s'appelle le International Crisis Group, qui a pour objectif, donc c'est une organisation qui est très intéressante. Elle a pour objectif de prévenir les guerres et d'aboutir à des solutions de paix. Voilà, c'est une organisation qui est faite d'analystes, de stratégistes, de gens qui ont plein de choses à dire sur le sujet, y compris monsieur Ali Vaez, qui est du coup spécialiste de l'Iran. Et donc il a accordé un entretien au Figaro auquel on ne peut pas accéder si on n'est pas abonné, sauf que moi je ne suis pas abonné au Figaro. Par contre, j'ai des accès étudiants à vie, donc je peux vous montrer cet article. Voilà, toute considération légale est à laisser en dehors de cette chaîne. Ce qui se passe sur Hotman Chain reste sur Hotman Chain. Du coup, voilà, je vous propose de lire cette interview parce que dans la psychose ambiante, surtout la médiocrité de ce que nous rapportent les médias, la télé française, j'ai laissé tomber l'idée de m'informer en regardant la télé française par rapport à l'Iran et Israël parce que c'est que des idioties sur idioties. J'ai l'impression d'entendre un collégien qui a le sentiment d'avoir découvert un sujet incroyable avec le Moyen-Orient et qui se met à faire la leçon à tout le monde. C'est exactement le sentiment que j'ai en regardant la télé par rapport à ce sujet-là. Alors, même si des fois on trouve des trucs intéressants, et dans les grands médias, des fois on trouve des trucs intéressants, y compris cette interview de Ali Vaez, qui fait, alors je vais pas dire qu'il fait pas mal entendre parler de lui, mais en fait ses interventions sont très très pertinentes. Il avait accordé une entrevue à distance à CNN, où il avait parlé du rôle des États-Unis là-dedans, et je trouve qu'il est très intéressant. En fait, c'est juste rempli de bon sens ce qu'il dit. Ali Vaez, il est chercheur, il est journaliste, il a pas mal de publications, vraiment sa spécialité c'est l'Iran, donc on va lire cet article. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, surtout si t'aimes bien les vidéos comme ça où je parle d'actualité, où je parle un peu à chaud de ce qui se passe en ce moment dans le monde, surtout dis à YouTube que tu aimes bien mes vidéos tout simplement en appuyant sur le bouton j'aime. Ça propulse mes vidéos sur l'algorithme dès que vous faites ça. Voilà. Et surtout, pour rater aucune des vidéos, il suffit de t'abonner et de mettre la cloche. On va retourner à l'article, on va entamer la lecture avec l'image de monsieur Ali Vaez ici. Selon le chercheur, la République islamique est si ancrée que même si Israël parvenait à éliminer son guide suprême, le système ne tomberait pas pour autant. Alors, je fais cette vidéo et je trouve que c'est intéressant d'en parler, de faire cette vidéo, de vous parler de cette entrevue, parce que j'en ai un petit peu marre à la fois de la psychose ambiante et à la fois d'un espèce de populisme nul dressé par certaines élites, où en gros on essaie de nous faire croire que le peuple iranien va se soulever contre le régime des mollahs et qu'il va apporter la liberté. En fait, c'est complètement ce que Netanyahou veut qu'on pense. Et c'est de la pure propagande. Voilà, c'est de la pure propagande. Je précise encore une fois, les gens ont la mémoire courte sur YouTube. Je précise que je ne soutiens aucun des deux pays. Ce sont deux états criminels. Donc c'est un état criminel qui essaie de désinguer un autre état criminel, ils essaient de se désinguer l'un l'autre. J'en ai rien à faire de qui a raison là-dedans. J'en ai absolument rien à faire. C'est pas mon train-train. Moi, je n'en soutiens aucun sur cette chaîne. Je suis très transparent là-dessus. Je n'en soutiens aucun. Je peux vous montrer mes extraits bancaires si vous voulez pour être sûr que je ne reçois de l'argent d'aucun. Parce que la thune, ça serait peut-être une raison qui me motiverait à prendre position. Franchement, j'ai autre chose à... Je rigole, hein, mais pour le coup, j'ai vraiment autre chose à faire que de prendre position, de défendre un pays. Les deux sont strictement indéfendables. Voilà. Donc, mais par contre, ça ne m'empêche pas d'analyser et de vous apporter certains éléments de compréhension. Voilà. Donc ça m'énerve un petit peu cette espèce de populisme. En gros, le peuple iranien va se soulever, alors qu'en fait le peuple iranien est en train de se faire bombarder. Donc c'est un petit peu hypocrite, hein. Il y a un effet, on va le voir dans l'article, mais en fait il y a un effet tous autour du drapeau. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est un effet de quand on a une autre puissance qui nous attaque et qu'on a la première puissance mondiale qui menace de nous attaquer, généralement ça a plus tendance à fédérer. La guerre, ça fédère. La guerre, ça crée de la propagande et ça fédère. Et justement, les deux sont intimement liés. La guerre fédère énormément. Et c'est pour ça que je pense que c'est une très mauvaise idée que les États-Unis attaquent, que les États-Unis rejoignent Israël là-dedans et attaquent eux-mêmes, parce que ça solidifierait l'appui des Iraniens à leur régime. Et moi, ça m'embête.
ça m'embête parce que je peux pas blairer le régime iranien. Je les déteste. Et je trouve que même de façon apolitique, de façon apartisane, c'est un régime qui est indéfendable. Il est indéfendable. Voilà. Et encore une fois, le fait que je dis ça, ça ne veut pas dire que je soutiens Israël. Ceux qui connaissent ma chaîne savent que je ne peux pas tenir ce genre de position. Regardez mes précédentes vidéos là-dessus. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Oui, ça fait une très longue introduction. Alors, le Figaro, l'Iran était-elle à la veille de posséder la bombe comme le dit Israël? L'Iran était très proche d'avoir de l'uranium hautement enrichi pour des armes nucléaires, mais ce n'est pas une bombe. Il faut encore la fabriquer, ce processus prend entre 3 et 18 mois. Les estimations israéliennes données à l'administration Biden étaient même de 2 ans. Les services de renseignement américains ont conclu de leur côté qu'il n'y avait pas de preuve de militarisation. Selon eux, les capacités à enrichir rapidement existaient bien, mais pas le plan pour construire rapidement une arme. Netanyahou a donc plus agi en fonction d'une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait que d'autre chose. Pour le coup, c'est vrai, Netanyahou a agi avec un feu orange des États-Unis. C'est-à-dire que Trump ne voulait pas de cette guerre, par contre, les États-Unis sont plus ou moins obligés de soutenir Israël là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Au moins, le minimum, c'est de ne pas s'arrêter de leur envoyer des armes. Parce que les États-Unis envoient des armes à Israël. J'invente rien, c'est quelque chose qui est très 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 connu. Donc pour cette histoire de bombe nucléaire, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la télé sur ce sujet, ça ne sert à rien. En tout cas j'ai plus espoir d'apprendre quoi que ce soit en regardant la télé française sur le sujet. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les médias ont la mémoire très courte. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Irak? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Jacques Chirac ne voulait pas entraîner les troupes françaises là-dedans? Est-ce que vous vous souvenez toutes les dernières années qu'on a eues là, où en fait tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, que c'était purement une excuse et qu'en fait ça a juste précipité le pays dans une crise sans précédent. Il y a eu des millions de morts, il y a eu énormément de soldats américains qui sont morts pour rien. Il n'avait pas d'armes de destruction massive. Et là, on est en train d'essayer de nous dire que c'est le cas. Et là, pour le coup, c'est pas les États-Unis qui le disent, c'est Israël. Les États-Unis sont beaucoup sur la réserve là-dessus, sur cette histoire d'armes de destruction massive. Trump voulait un accord sur le nucléaire. Oui, l'Iran est en train de s'armer, c'est clair. Sauf que de là à dire que c'est bon, ils ont la bombe et qu'ils représentent une menace nucléaire, non, il y a vraiment un monde. Et les États-Unis sont pas du tout là-dedans, c'est Israël qui est en train de le dire. D'où le fait qu'on observe une espèce de, pas de scission, j'ai pas envie de dire ça, c'est très prématuré de parler de scission entre Israël et les États-Unis, alors que les deux sont alliés historiques depuis la création de l'État d'Israël et ils sont soutenus par le côté atlantiste. Il y a un côté très guerre froide là-dedans, hein. La création de l'État d'Israël c'était en 48 et la guerre froide a commencé en 47. Donc voilà, très très influencé par la guerre froide, même si ça échappe à certaines considérations bipolaires. Là maintenant, on peut comprendre Israël uniquement dans un cadre multipolaire. Donc voilà, on a tout un tas de considérations. Y compris pour revenir au sujet, le fait que Netanyahou dise, enfin je pense avoir suffisamment démantelé cette affirmation, cette envie de voir un changement de régime. Netanyahou dit vouloir un changement de régime, je pense que c'est pas du tout le cas, je pense que c'est purement de la propagande et que justement il faut se sortir de cette espèce de populisme, comme quoi le populisme en fait c'est quand ça nous arrange. Faut sortir de cette espèce de populisme qui en gros les Iraniens vont se soulever, ouais non c'est pas comme ça que ça se passe. Alors j'ai accès à l'article et on va continuer à lire. Avez-vous été surpris par la relative facilité avec laquelle Israël agit et par le degré de pénétration du Mossad en Iran? Depuis au moins une décennie, les Israéliens ont démontré une capacité remarquable à mener des opérations sur le sol iranien, ce qui prouvait le degré de pénétration de ces services de renseignement dans le système iranien. Les Iraniens n'ont pas été capables de combler ces brèches, cela montre de deux choses. D'abord que le régime est si impopulaire chez lui qu'il n'est pas compliqué pour le Mossad de trouver des personnes prêtes à travailler pour lui, absolument, ça c'est vrai. Ensuite, que les Israéliens qui ont aidé à la création des services iraniens avant la révolution ont toujours une excellente compréhension de la façon dont leurs homologues travaillent. Pour le coup, oui, la pénétration du Mossad en Iran, c'est un truc, disons que les films n'ont rien inventé, James Bond n'a rien inventé. On parle quand même d'agents dormants qui sont là, qui se comportent exactement comme des Iraniens, qui parlent un farsi parfait, qui sont... Vraiment, c'est un truc de film, hein. Vraiment, les films... C'est pas étonnant que la mode des films d'espionnage, tout ça, ça a émergé pendant la guerre froide. Parce qu'il se passait exactement ce qu'on voyait sur ces livres-là. À chaque fois, c'était des gens qui avaient bossé là-dedans, des écrivains, de très grands écrivains de polar, de tout ce qui est... soit de polar, soit de livres politiques, de livres d'espionnage, qui travaillaient là-dedans, qui ne sont pas inspirés. Ils ont juste dit comment ça se passait, mais sous forme de fiction.
Des tensions apparaissent-elles au sein du régime? Pour l'instant, répond-il, on ne voit pas de signes de fracture au sommet ni de défection. Les dirigeants n'ont nulle part où aller, donc dans de telles circonstances, ils serrent les rangs. Pour le coup, c'est vrai, on n'a pas l'impression que le régime est en train de faiblir. Le fait que le commandement militaire intégré, le commandement militaire iranien a été franchement décapité, semi-succès, parce que ça n'a pas empêché les Iraniens de frapper Israël comme jamais Israël n'a été frappé de toute son histoire. On est vraiment en train de, franchement, garder ça en tête, on est en train d'assister à quelque chose d'historique. Du coup, semi-succès, mais quand même, en fait, le succès, on peut le percevoir dans la précision des frappes qui ont été faites, et pour le coup, Israël ne pourra pas reproduire ces frappes, impossible, et ça ne peut être que des frappes, maintenant ça peut être que des frappes classiques, hein. Israël n'a jamais été une puissance avec une portée illimitée. Alors, une fronde populaire contre le régime est-elle possible, ou bien la guerre aura-t-elle l'effet inverse de renforcer le sentiment patriotique? On sent le journaliste francophone là. Les chances de voir ce sentiment nationaliste se réveiller sont plus élevées que celles d'une révolution émergeant du brouillard de cette guerre pour renverser le régime. Il n'existe pas de mouvement organisé d'opposition ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. L'Iran est un pays de 92 millions de personnes avec une diversité d'opinions. Certains haïssent ce régime au point de souhaiter tout voir brûler pour s'en débarrasser. Il y a des fidèles prêts à sacrifier leur vie pour lui, et puis il y a ceux qui, par patriotisme, même s'ils détestent ce régime, n'apprécient guère cette agression étrangère sur leur territoire. Ce sentiment est sans doute dominant. Donc en fait, c'est un peu comme partout ailleurs. Je sais qu'on a eu, en Occident, le problème c'est qu'on a eu des décennies, on a vraiment eu des décennies de reportages sur l'Iran. En fait, on se concentre sur la classe moyenne occidentalisée à Téhéran pour dire, regardez, les Iraniens veulent la destruction de leur régime et ils veulent en finir avec le régime des mollahs. Pour le coup, si le régime des mollahs s'effondre, si le régime de la République islamique d'Iran s'effondre au profit d'un régime qui est plus libéral, je serai le premier à crier de joie. Je serai le premier à le faire. Sauf que pour l'instant, Moustique, disons que rien n'indique que c'est le cas. Rien n'indique que c'est le cas. C'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas parce qu'on a eu quelques reportages sur Téhéran, sur la bourgeoisie libéralisée, occidentalisée, c'est pas parce qu'on a ça qu'il y a quelque chose qui permette un changement de régime et que ça soit durable. Absolument pas. Pour qu'il y ait un changement de régime, il faut qu'il y ait une force en présence qui soit là, prête à prendre le pouvoir. En Iran, ça n'existe pas. Et en Iran, ils se font attaquer par Israël qui représente l'Occident pour eux. On ne peut pas faire autrement. À l'international, la politique internationale s'est chargée de symboles. Et là, symboliquement, Israël, c'est l'Occident pour eux. C'est complètement l'Occident. Et le fait que les États-Unis veulent attaquer, pas qu'ils veulent attaquer l'Iran, ils parlent de potentiellement attaquer l'Iran. C'est encore pire, parce que du coup, ils se font attaquer par la première puissance mondiale. Il n'y a rien de plus fédérateur, donc non, ça ne va pas. S'il y a en effet un sentiment, si les Iraniens veulent en majorité faire tomber le régime des mollahs, là, pour le coup, ce sentiment va se tarir, si ça persiste. Alors, on va poursuivre. Le fait que ça soit une agression étrangère sur leur territoire, ça aussi, faut pas le nier. C'est que à l'international, il n'y a que des pays sur un échiquier. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Parce que, en fait, les Iraniens réfléchissent comme n'importe qui. Mon pays est en train de se faire attaquer, je suis en train de me faire attaquer, voilà. Ali Khamenei semble acculé, peut-il sacrifier sa stratégie sur le nucléaire pour la survie du système? La question du Figaro. Et la réponse, c'est le problème est que Khamenei pense que s'il négocie dans ces conditions, cela amplifiera la pression. S'il capitule sous les bombes israéliennes, il accepte de faire cesser des activités d'enrichissement d'uranium. Il n'y a pas de raison que les Américains s'arrêtent là. Ils voudront aussi le désarmement des missiles balistiques, un changement de politique régionale, des changements politiques dans le pays. D'une certaine manière, les responsables iraniens s'imaginent que la seule chose plus dangereuse que se retrouver sous les bombes israéliennes est de céder aux exigences américaines. Ça, pour le coup, c'est vrai, il faut le retenir. Les Iraniens ne veulent pas céder, ne voudront pas céder. Alors, peut-être qu'avant l'attaque, il y avait potentiellement une fenêtre, sauf que cette fenêtre, les États-Unis et Israël voyaient en cette fenêtre deux objectifs différents. Pour les États-Unis, c'était de développer la négociation avec l'Iran afin de ne plus en faire une menace au Moyen-Orient, et potentiellement sur le très 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 long terme, peut-être en faire un allié, parce que l'Iran n'est pas un allié de la Russie. Et ça, il faut le garder en tête. L'Iran n'est pas une puissance qui s'intègre dans une logique pure de guerre froide classique.
comme on a pensé à la guerre froide entre 47 et 91. Non, l'Iran, ce n'est pas ça du tout. Donc peut-être que je me fais des idées, peut-être que je suis optimiste, peut-être que je suis un petit peu bisounours, mais il y a moyen que l'Iran, en tout cas, sorte de son hostilité ultime envers les États-Unis, envers Israël. Maintenant qu'Israël a attaqué, c'est mort. Et je pense que c'est un des objectifs de Netanyahou, je le maintiens. Un des objectifs de Netanyahou au moment de l'attaque, c'était d'enlever, en gros, l'Iran était en train de s'asseoir, Israël a enlevé la chaise au dernier moment et du coup l'Iran s'est cassé la gueule. Moi j'interprète comme ça. Faire sortir l'Iran de la table des négociations. Alors, Israël évoque de plus en plus directement une volonté de changer le régime. Est-ce réaliste ? C'est là où c'est intéressant. En l'absence d'alternative crédible, il est difficile d'imaginer un changement de régime. Au contraire de la Syrie en 2024, il n'y a pas d'opposition organisée et armée avec une expérience de gouvernement qui peut marcher sur Téhéran. Cette volonté de changement de régime par la seule force aérienne ne peut pas fonctionner. Il faut aussi des soldats sur le terrain. Ce fut l'expérience américaine en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003, mais il n'y a rien de ce genre en Iran. Les possibilités que la déstabilisation du régime tourne au chaos sont plus élevées que celles d'une transition ordonnée. Même les plus zélés des néoconservateurs, même, alors peut-être pas les néocons, mais même des gens, en fait n'importe qui, tu poses la question, trouvez-moi quelqu'un qui pense que l'intervention en Irak c'était un succès, quelqu'un qui pense que, aujourd'hui, qui pense que l'intervention en Irak c'était un succès, que généralement les changements de régime c'est un succès. Absolument pas, c'était une illusion, n'importe quelle personne qui est toujours dans cette illusion se trompe lourdement. On poursuit, une intervention américaine dans ce conflit condamnerait-elle toute possibilité de négociation ? Il répond que tout dépend de comment cela arrive. Si elles y entrent comme belligérants, les portes de la diplomatie seront fermées pour un bon moment. Quand on dit un bon moment, on parle de siècles. Cependant, si les USA retiennent Israël, freinent l'escalade et montrent une volonté d'accepter un compromis, je pense qu'il y aura une voie étroite pour un accord. Tout dépend donc de ce que vont faire les USA, mais je crois que les Iraniens envisagent toujours un accord et qu'ils se montrent probablement plus flexibles, mais il est irréaliste d'imaginer une capitulation complète. Une capitulation, ça n'arrivera pas, c'est mort. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, et de toute façon, au bout d'un moment, il y a aussi une question d'honneur. La géopolitique, c'est aussi beaucoup d'honneur, c'est aussi beaucoup de qui on est, qui on existe, quelle image est-ce qu'on va renvoyer. Par contre, ce qu'il est en train de nous dire, si les États-Unis retiennent Israël, ils freinent l'escalade, en fait, c'est incohérent avec la stratégie que Trump a entamée dès 2018. Dès le moment où Trump s'est barré de l'accord sur le nucléaire. Peut-être que, discretos, il essaie de faire en sorte de négocier avec l'Iran. J'y crois à moitié, parce que ça reste Trump, il est très inflexible sur sa politique à l'international. Quelles seraient les conséquences d'un assassinat de Khamenei ? Khamenei, il nous dit qu'il est très impopulaire, mais beaucoup d'Iraniens ne veulent pas qu'on leur impose un changement de l'extérieur. Voilà. S'attendre en supprimant Khamenei une sorte de changement fondamental et une vue de l'esprit. Regardez le Hezbollah, il a été décapité mais ne s'est pas effondré. La République d'Iran est très installée et la mort du guide suprême n'impliquerait pas forcément l'effondrement du régime. Ça aussi il faut le comprendre. C'est une dictature. L'Iran c'est une dictature, c'est une théocratie. Mais ce n'est pas un régime totalitaire. Un régime totalitaire, c'est un régime qui ne survit pas à la mort de son dirigeant. Ou en tout cas qui peut le faire à condition d'avoir une transition très très bien ficelée. Sauf que là pour le coup ce n'est pas un régime totalitaire. L'Iran est un régime autoritaire, dictatorial. L'Iran opprime ses propres habitants, je le maintiens. Et comme YouTube la mémoire courte, je suis désolé d'insister là-dessus, ça ne veut pas dire que je soutiens Israël, absolument pas, absolument pas. C'est pas une comparaison. Je critique un pays, ça veut pas dire que l'autre il est bien, voilà. Faut arrêter cette politique de l'ennemi de mon ennemi est mon ami, voilà, faut arrêter ça. Donc, j'étais en train de dire que c'est vrai que la République islamique d'Iran, elle est très 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 intégrée. C'est pas, en fait, c'est complètement illusoire. En fait, ça ressemble à un scénario de film. Vas-y, le dictateur, je vais le tuer. Donc, il y aura une révolution, les gens vont se soulever. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pour qu'il y ait une révolution ou un changement de régime, une révolution, ça nécessite le soutien de l'armée. Un révolutionnaire en carton, il va chercher le soutien du peuple. Un vrai révolutionnaire qui veut un changement de régime, il va chercher le soutien de l'armée. Des révolutions qui aboutissent, c'est des révolutions où l'armée soutient. Prenez toutes les révolutions historiques, à chaque fois, c'est vrai. Donc je pense que c'est tout, je vous encourage à aller lire cet article, il y a plein de choses que j'ai pas pu aborder. C'est un article qui est très riche et allez voir les interventions de Ali Vaez et sont toutes plus riches les unes que les autres. Voilà, on finit sur une note négative, ce qui est un peu bizarre vu qu'on parle de guerre. Je pense que c'est tout. Salut.